Bonjour, nous allons corriger un exercice du bac en spécialité physique-chimie. Il s'agit de l'exercice 1 tombé le jour 2 dans les centres étrangers en 2024. L'ammoniac, un futur carburant pour les transports maritimes. Un exercice sur 9 points parlant de la représentation de Lewis, des titrages acide-base, de synthèse et d'électrolyse, donc balayant une grande partie du programme de terminale. L'industrie chimique produit chaque année 180 millions de tonnes d'ammoniac. L'ammoniac est principalement utilisé dans la production d'engrais et dans le stockage de l'énergie. C'est aussi un carburant potentiel pour les années futures, notamment dans le domaine des transports maritimes. Dans les conditions normales de température et de pression, l'ammoniac de formule NH3 est un gaz incolore à l'odeur très désagréable, d'après le site Mediachimie. Cet exercice comporte deux parties. La première s'intéresse à la molécule d'ammoniac et à ses propriétés chimiques. La seconde traite de la synthèse de l'ammoniac et de l'amélioration du procédé. Partie 1. L'étude de la molécule et de ses propriétés. On nous donne certaines données, le numéro atomique de l'azote, des électronégativités pour l'azote, l'hydrogène et l'oxygène, la géométrie de la molécule d'ammoniac qui est pyramidale, comme on peut le remarquer sur ce modèle moléculaire, le pK du couple NH4 plus NH3, les zones de virage de quelques indicateurs colorés, et d'abord il faut représenter le schéma de Lewis de la molécule d'ammoniac. On a le modèle moléculaire, et c'est NH3, donc N avec 3 hydrogènes, et un doublé non liant sur l'ammoniac, puisque autour de tous les atomes, sauf l'hydrogène, il doit y avoir 4 doublés en tout. Ici, il y a 3 doublés liants, donc un doublé non liant. Alors, on peut justifier ça davantage, mais ça suffit pour avoir les points lors de la question du bac. Question 2. Donner un argument justifiant la grande solubilité de l'ammoniac dans l'eau. Pour ça, il va falloir utiliser les électronégativités. D'après les données, l'électronégativité de l'azote est plus grande que celle de l'hydrogène, ce qui veut dire que la liaison entre l'azote et l'hydrogène est polarisée. Cette liaison-là est polarisée. La molécule étant pyramidale, elle sera polaire, puisque l'ammoniac va être polarisé de façon négative et l'hydrogène de façon positive. Si la molécule était plane, les centres des charges seraient confondus, mais ici ce ne sera pas le cas. Le centre des charges négatives est situé dans l'ammoniac et le centre des charges positives est situé en dessous, au milieu des 3 hydrogènes. Donc il va y avoir une molécule qui sera polaire avec une charge partielle positive du côté du bas, ici sur le modèle moléculaire, du côté des hydrogènes, et une charge partielle négative du côté de l'azote. On peut faire la même chose avec l'eau H2O en indiquant qu'elle est polaire aussi. L'eau de toute façon c'est un solvant polaire. Et comme l'ammoniac est une molécule polaire, elle est facilement soluble dans un solvant polaire. Pour vérifier la dissolution de l'ammoniac dans l'eau, on réalise l'expérience dite du jet d'eau, qui est décrite sur ce schéma. Donc on place le gaz ammoniac ici, on met de l'eau en bas, et puis dès qu'il y a un peu d'eau qui rentre, il y a un jet d'eau à l'intérieur. Sous la hotte, on remplit de gaz ammoniac un ballon bien sec, on immerge le tuyau en caoutchouc dans un cristallisoire contenant de l'eau qui a un pH de départ de 7, et on observe un jet d'eau dans le ballon. Une fois que le ballon est totalement rempli de solution, on y ajoute du bleu de bromothymol. Il faut définir une base selon Bronsted. Donc, une base est une espèce chimique capable de capter un proton H+. Ça va être le cas de NH3. Il faut écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation de l'ammoniac avec l'eau. Donc on a NH3 qui va réagir avec l'eau H2O et ça va donner NH4+. On nous donne le couple, donc on sait que c'est NH3 et NH4+. H2O perd un H+, et devient H-. Ce H+, est gagné par NH3 qui devient NH4+.
en déduire en la justifiant la couleur de la solution obtenue. Donc on a vu juste avant que la réaction produisait des H-, ça veut dire que la solution est basique. Et si on regarde dans le tableau des indicateurs colorés, pour le bleu de bromothymol, sa zone de virage est entre 6 et 7,6. En milieu basique, on sera supérieur à 7, supérieur à 7,6, sûrement. Et donc la solution sera bleue. On mesure le pH de la solution aqueuse d'ammoniac obtenue. On a un pH égal à 11. Donc on est bien supérieur à 7,6 pour la question d'avant. Question 6. Indiquer l'espèce qui prédomine en justifiant la réponse à l'aide d'un diagramme de prédominance. Il faut donc qu'on fasse un diagramme de prédominance. Donc on fait une échelle de pH qui va de 0 à 14. On indique la valeur du pK du couple NH4 plus NH3 qui nous est indiqué. C'est 9,2. Avant, c'est l'acide qui prédomine, donc NH4+, et après, c'est la base qui prédomine, donc NH3. Une fois qu'on a fait le diagramme de prédominance, on regarde pH 11, pH 11 ça va être quelque part où NH3 prédomine. pH supérieur à pKa, c'est la base qui prédomine, donc NH3. On simule le titrage d'un volume VB de 20 ml d'une solution aqueuse d'ammoniac de pH 11 par de l'acide chlorhydrique H3O+, plus Cl- de concentration 0,100 mol par litre. On obtient la courbe suivante. Donc, on commence à pH 11 et puis le pH diminue, on a un saut de pH. Question 7. Écrire l'équation de la réaction support du titrage. Donc, la réaction support du titrage, c'est NH3, qui était dans la solution, qui réagit avec l'acide chlorhydrique, et dans l'acide chlorhydrique, l'espèce Cl- est spectatrice, bon, pas besoin de la mettre dans l'équation, si vous la mettez, c'est pas faux. Donc ça réagit avec H3+, NH3 va gagner H+, H3O+, va perdre H+, ça va nous donner NH4+, et H2O. C'est une réaction support de titrage, donc je mets une simple flèche, puisque une réaction de titrage doit être totale. Question 8. Justifier l'utilisation du rouge de méthyle comme indicateur coloré pour ce titrage. Pour ça, il faut que je reprenne ma courbe de pH en fonction du volume et que j'utilise la méthode des tangentes pour déterminer le pH à l'équivalence. Donc je trace ma première tangente avant l'équivalence, pas trop inclinée, pas trop plate non plus. Je trace sa parallèle tangente à la courbe après l'équivalence. Je cherche le milieu entre les deux parallèles, donc je le trouve ici, et je trace la dernière parallèle, qui coupe la courbe au point d'équivalence. Donc mon pH à l'équivalence est d'environ 5,4. 5 c'est ici, 5,5 c'est là, environ 5,4. Je l'indique dans la réponse, en utilisant la méthode des tangentes, le pH à l'équivalence est d'environ 5,4. Je justifie, j'explique comment j'ai fait. Et ensuite on regarde dans le tableau. 5,4 c'est dans la zone de virage du rouge de méthyle. Donc ça justifie qu'il faut utiliser le rouge de méthyle, puisque le pH à l'équivalence doit être dans la zone de virage. Rouge de méthyle qui passera du jaune au rouge pendant le titrage, puisqu'on a commencé avec un pH autour de 11 et qu'on va faire descendre le pH si on regarde la courbe. Question 9. Déterminer la valeur de la concentration Cb de la solution aqueuse d'ammoniac choisie pour cette simulation. On a fait un titrage, il va donc falloir utiliser ce titrage pour déterminer cette concentration Cb. Donc je reprends ce que j'ai fait tout à l'heure avec ma méthode des tangentes. Cette fois-ci, le but c'est de déterminer le volume à l'équivalence. Alors là, il est assez facile à déterminer, il n'y a pas 36 possibilités, même sans la méthode des tangentes, j'aurais pu dire que c'était VE égale 10 ml. Je précise toutefois, dans ma réponse, en utilisant la méthode des tangentes, le volume ajouté à l'équivalence est d'environ 10,0 ml. Et ensuite, je pose, d'après mon équation du titrage, la relation entre les quantités de matière à l'équivalence.
la quantité de matière initiale de NH3 divisé par 1, puisque le nombre stoichiométrique est égal à 1, est égal à la quantité de H3+ ajoutée à l'équivalence divisé par 1. La quantité de NH3 initiale, elle est égale à CB fois VB. CB que je cherche et VB qui est de 20 ml. La quantité de NH3 ajoutée à l'équivalence, elle est égale à la concentration d'acide fois le volume ajouté d'acide à l'équivalence. Et donc on se retrouve avec la relation CB fois VB égale CA fois le volume à l'équivalence. Donc CB égale CA fois VE sur VB. Toutes les valeurs nous sont données ici et on a déterminé VE graphiquement. Ça fait donc 0,100 fois 10 fois 10-3 sur 20 fois 10-3. On peut éliminer les 10-3 pour faire le calcul. Ça nous fait 5,00 fois 10-2 mol litre-1 avec 3 chiffres significatifs puisque toutes nos valeurs ici ont 3 chiffres significatifs. Partie 2, synthèse de l'ammoniac. En 1909, le chimiste Fritz Haber, chercheur à l'université de Karlsruhe, réussit en laboratoire la synthèse de l'ammoniac, NH3 gaz, à partir du diazote de l'air et du dihydrogène, sous forme de gaz. Aujourd'hui, cette synthèse se fait sous une pression d'environ 300 bars, 300 fois la pression atmosphérique, à 500 degrés Celsius, en présence d'un catalyseur riche en fer. Et en utilisant 6 mols de diazote et 6 mols de dihydrogène, on obtient 0,80 mol d'ammoniac. Question 10. Écrire l'équation de la réaction modélisant la synthèse de l'ammoniac. Il faut traduire la phrase qui est au-dessus ici. C'est N2 plus H2 donne NH3. Bien entendu, on ne va pas la laisser comme ça, il faut l'équilibrer. Ici, on a 2 atomes d'azote, donc il faut multiplier par 2 ici pour avoir aussi 2 atomes d'azote. Il n'y a qu'un atome d'azote dans la molécule de NH3. Et donc, on se retrouve avec 6 atomes d'hydrogène, 2 fois 3. Donc, de l'autre côté, il faut mettre ici un nombre stoichiométrique égal à 3 pour avoir aussi 6 atomes d'hydrogène. Voilà pour cette équation. Question 11. Déterminer l'avancement final XF de cette réaction dans les conditions données. Comparer la valeur obtenue à celle de l'avancement maximal et conclure. Pour être tranquille, il vaut mieux passer par un tableau descriptif de l'avancement du système. J'écris l'équation que je viens de trouver. Et dans chaque colonne, je vais mettre la quantité de N2 dans la première colonne, la quantité de H2 ici, la quantité de NH3 ici. Dans le sujet, on nous dit qu'on utilise 6 mols de diazote et 6 mols de dihydrogène. Donc on va mettre 6 mols ici, 6 mols ici. Et de l'ammoniac, au départ, on en a 0. Ça, c'est ce qu'on obtient à la fin, donc ça va être notre état final. D'après ce qu'on a dans le tableau, donc on va avoir 6 moins x ici, puisque le nombre stoichiométrique est égal à 1. Ici, on va avoir 6 moins 3x, puisque le nombre stoichiométrique est égal à 3. Et ici, on va avoir 0 plus 2x, parce que c'est un produit qui apparaît. Là, c'est moins, parce que c'est des réactifs qui disparaissent. Là, c'est plus, puisque c'est un produit. À l'état final, ça va nous donner 6 moins XF, 6 moins 3XF, et ici 2XF. Mais on sait que on obtient 0,80 mol, donc 2XF est égal à 0,80. Comme 2XF est égal à 0,80, ça veut dire que XF est égal à 0,40 mol. On a déterminé l'avancement final de cette réaction. Il faut comparer à l'avancement maximal. Donc l'avancement maximal, il est obtenu lorsque un des deux réactifs a complètement disparu. On en a la même quantité au départ. Celui-là disparaît 3 fois plus vite que celui-là, puisque le nombre stoichiométrique est de 3 ici. Comme il disparaît 3 fois plus vite, ce sera forcément lui qui sera le réactif limitant. Et donc je vais avoir ici 6 moins x max, ici 6 moins 3x max, ici 2x max, si je reprends le cas général, et ça va être égal à 0. Si 6 moins 3x max est égal à 0, ça veut dire que x max est égal à 2. 6 moins 3 fois 2, ça fait bien 0. Ici, ça fera 6 moins 2, donc c'est possible, ça va faire 4 mol, c'est positif. Alors que si j'avais choisi ça comme réactif limitant, ça m'aurait fait x max égale 6, pour que ça soit égal à 0. Et ici, ça aurait fait 6 moins 3 fois 6, 6 moins 18, ça aurait fait moins 12, et on n'a jamais vu une quantité de matière négative, donc c'était pas possible que ce soit lui le réactif limitant.
Je conclus donc, pour répondre à la question, l'avancement final est de 0,40 mol par litre, c'est ce qu'on a trouvé ici, et l'avancement maximal de 2 mol par litre. Comme on a XF inférieur à Xmax, on peut dire que la réaction est limitée, que cette réaction n'est pas totale. Donc il faudrait que je mette une double flèche ici. La société française Engie investit dans le développement d'un des premiers projets d'hydrogène renouvelable. Ce projet est situé dans la région de Pilbara en Australie. En 2024, la première phase produira 640 tonnes de dihydrogène par an. Le dihydrogène sera utilisé comme matière première pour la production d'ammoniac. Le rendement de la production d'ammoniac sera de 20%. À garder en mémoire. Ici on a un schéma qui explique ce qui va se passer. On a quelques données, les équations des réactions électrochimiques modélisant les transformations des électrodes. 2H plus 2O- donne H2 et 2H2O donne O2 plus 4H plus 4 électrons. On a le volume molaire dans les conditions d'expérience, 24 litres par mol. On a le nombre d'Avogadro et la charge élémentaire. On nous dit aussi que la quantité d'électricité, Q, est égale à la quantité d'électrons fois le nombre d'Avogadro fois petit e. Ça, là, ça correspond, grand Na fois petit e, à la constante de Faraday. Ici, on nous donne Na et E, des fois on nous donne la constante de Faraday. Ça dépend. Donc Ne, c'est la quantité de matière d'électrons échangés, en mol. On nous donne aussi les masses molaires de l'hydrogène et de l'azote. Et on nous décrit l'électrolyse de l'eau, alors avec un montage simplifié de laboratoire, qui est ici. On remplace ici la cellule photovoltaïque par un générateur. On a le circuit qui est là et on voit la production de gaz aux électrodes A et B avec 2 fois plus de gaz à l'électrode A qu'à l'électrode B. Q12. Indiqué parmi celles numérotées 1, 2 et 3 sur la figure 4, les deux flèches représentant respectivement l'essence du courant électrique et celui du déplacement des électrons. Il vaut mieux justifier. Le courant électrique, on sait qu'il va du plus vers le moins du générateur, par convention. C'était comme ça que ça a été décidé. Du plus vers le moins, c'est donc la flèche numéro 3. Il n'y a pas d'autre possibilité. Les électrons se déplacent dans les conducteurs solides et dans le sens contraire du courant. C'est donc la flèche numéro 2. Ici, on n'est pas dans un conducteur solide, on est dans la solution, donc ici, c'est des ions qui vont se déplacer. Les électrons se déplacent du moins vers le plus dans les parties des métaux, des solides conducteurs. Question 13. Associer à chacune des électrodes A et B une des équations électrochimiques figurant dans les données et nommer les gaz formés à chaque électrode. Les deux demi-équations qui nous sont indiquées dans les données, c'est celle-ci. Donc on voit que les électrons doivent arriver à l'électrode où le dihydrogène se forme. Les électrons, on a dit que c'était la flèche numéro 2, les électrons vont arriver à l'électrode A. Donc c'est à cette électrode-là que les électrons sont du côté des réactifs. On aura donc à l'électrode A 2H+, plus 2 électrons donne H2, on forme donc du dihydrogène. Logiquement, à l'électrode B, il se forme du dioxygène avec l'autre équation. Après, on peut le justifier aussi du fait que les électrons vont partir vers le plus du générateur. Donc là, ils doivent être du côté des produits. Dans cette équation, ils sont du côté des produits. Et donc, il se forme du dioxygène à l'électrode B. On recueille 4 ml de gaz dans un des tubes et 2 ml dans l'autre. Question 14. Écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation chimique qui se déroule dans l'électrolyseur. Valider la stoichiométrie des deux gaz formés en analysant les volumes de gaz obtenus aux électrodes. On va partir des deux demi-équations qui nous sont indiquées. Donc une des électrodes, on a celle-là. L'autre électrode, on a celle-là. Je les mets l'une en dessous de l'autre pour que les flèches soient l'une au-dessus de l'autre. Et je vais les ajouter. Je ne peux pas les ajouter tout de suite parce qu'ici j'ai 4 électrons produits alors qu'ici j'en ai que 2 qui sont consommés. Il faut que j'ai autant d'électrons produits que consommés. Donc la première équation doit être dans son ensemble multipliée par 2. Ce qui va me faire 4H+, plus 4 électrons du côté des réactifs, plus 2H2O. Donc on a tout ça avec la première multipliée par 2. Et ça nous donne 2H2 plus tout ça, O2, 4H+, et 4 électrons.
On peut simplifier par les électrons. Non seulement on peut simplifier, mais on doit pouvoir simplifier par les électrons. Il ne doit pas rester d'électrons dans l'équation de la réaction finale. Ils doivent avoir disparu. C'est juste un échange d'électrons, une oxydoréduction. Mais on peut aussi simplifier par les H+. Et il nous reste donc 2H2O donne 2H2 plus O2. On observe qu'on a 2 fois plus de dihydrogène que de dioxygène. Donc on obtient bien 4 ml de dihydrogène et 2 ml de dioxygène. Ça correspond bien au nombre stoichiométrique et ça correspond aussi à ce qu'on avait observé sur le schéma avec l'électrode A qui produisait 2 fois plus que l'électrode B. La manipulation dure ΔT égale 3 minutes et 20 secondes. L'intensité du courant est de 0,16 A. Question 15. Calculer la quantité d'électricité ayant circulé dans le circuit pendant la durée de l'électrolyse au laboratoire et en déduire la quantité d'électrons échangés. Pour ça, il faut utiliser la relation Q égale I fois ΔT, qui elle n'est pas donnée dans le sujet, qu'il faut connaître. I c'est l'intensité du courant, donc 0,16 A, et ΔT c'est le temps en secondes, donc 3 minutes, 3 fois 60, plus 20 secondes. Ça nous donne 32 coulombs. Ensuite, on utilise la relation qui cette fois-ci est donnée, mais qui aurait pu ne pas être donnée, pour trouver la quantité d'électrons. N de moins, ça va donc être Q sur Na fois E, si on fait passer ça de l'autre côté. On a toutes les valeurs, Na et E sont dans les données, Q on vient de le calculer, donc ça fait 32 sur 6,02 fois 10 puissance 23 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19, ça nous fait à peu près 3,3 fois 10 puissance moins 4 mol d'électrons échangés. Question 16. En déduire le volume de dihydrogène que l'on pourrait recueillir dans les conditions d'expérience comparé aux données expérimentales. Si on regarde l'équation qui correspond à l'électrode A, cette demi-équation-là, à chaque fois qu'on a 2 moles d'électrons échangés, on obtient 1 mol de dihydrogène. Ça veut dire que la quantité de H2 elle est égale à la quantité d'électrons divisée par 2. Quantité d'électrons qu'on vient de calculer, divisé par 2, ça va nous faire environ 1,7 fois 10 puissance moins 4 mol. Et on va utiliser le fait que la quantité est aussi égale au volume de gaz divisé par le volume molaire pour déterminer le volume de gaz en faisant la quantité de H2 fois le volume molaire qui nous est donné. 1,7 fois 10 puissance moins 4 multiplié par 24, ça fait environ 4 fois 10 puissance moins 3 litres, ce qui nous fait bien les 4 millilitres qu'on nous indiquait dans les données expérimentales. Question 17. Déterminer la masse d'ammoniac qui pourrait être produite en 2024 à partir du dihydrogène produit dans l'usine de Pilbara et commenter. Le candidat est invité à prendre des initiatives et à présenter la démarche suivie, même si elle n'a pas abouti, la démarche est évaluée et nécessite d'être correctement présentée. Ça veut dire que même si vous n'arrivez pas au bout, il faut que vous marquez ce que vous avez trouvé. Ça peut que vous rapporter des points. On nous dit dans le sujet que la première phase produira 640 tonnes de dihydrogène par an. Donc ça va nous permettre de connaître la quantité de dihydrogène produite, N2H2, qui est égal à petit m sur grand M. 640 tonnes, ça fait 640 fois 10 puissance 3 kg, donc 640 fois 10 puissance 6 grammes, divisé par la masse molaire du dihydrogène, 2 fois 1 g par mol, qui nous est indiqué. Si on fait ce calcul, on obtient 3,2 fois 10 puissance 8 mol de dihydrogène. Une fois qu'on a le nombre de mols de dihydrogène, on va pouvoir calculer le nombre de mols d'ammoniac qu'on peut obtenir théoriquement, d'après l'équation qu'on a ici. Donc, la quantité de dihydrogène divisée par 3 sera égale à la quantité d'ammoniac divisée par 2. C'est ce que nous disent les nombres stoichiométriques. On en déduit que la quantité de NH3, c'est 2 fois celle de H2 divisé par 3, 2 tiers. Et ça fait environ 2,1 fois 10 puissance 8 mol d'ammoniac qu'on peut obtenir théoriquement. La masse d'ammoniac va être égale à la quantité d'ammoniac fois sa masse molaire. 2,1 fois 10 puissance 8 mol fois 14 plus 3 fois 1, puisque N a une masse molaire de 14 g par mol et H de 1 g par mol, ça va nous faire 3,6 fois 10 puissance 9 grammes.
Ça, c'est la masse théorique maximale d'ammoniac produite. 3,6 fois 10 puissance 9 grammes, ça fait 3,6 fois 10 puissance 6 kg. 3,6 fois 10 puissance 3 tonnes, 3600 tonnes. Le rendement de la production d'ammoniac sera de 20%. Donc en fait, on n'obtient pas 3600 tonnes, mais on obtient 20% de 3600 tonnes, environ 725 tonnes. Donc l'usine va réussir à produire environ 725 tonnes, ce qui est peu par rapport au total de 180 millions de tonnes produites mondialement par an. Pour conclure. Voici pour cet exercice.